Et si on ouvrait la fenêtre en grand? Bienvenue, merci d'être à l'écoute. Vous avez rendez-vous avec votre podcast Ouvrons la fenêtre. Je suis Sophie Noailles, journaliste, et je souhaite continuer à donner la parole dans un monde où tout se vaut pour y voir un peu plus clair et puis comprendre. Je vous invite donc au fil de mes émissions à ouvrir ensemble nos fenêtres grâce à des tranches de vie qui font sens, des livres et leurs auteurs, des personnalités qui nous emmènent par les chemins de traverse pour nous aider à élargir nos horizons et nourrir notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti. Si un jour vous croisez Asma, vous la reconnaîtrez avec son grand sourire et son visage rayonnant qui vous mettent tout de suite à l'aise. Et j'avais vraiment à cœur de tendre le micro à Asma Niang, qui est sportive, athlète. C'est la première fois que j'accueille dans ce podcast une sportive, une athlète de haut niveau. Asma est en effet une judokate marocaine d'origine sénégalaise, plusieurs fois championne dans sa catégorie, athlète olympique de haut niveau. Donc, c'est aussi avant tout une femme généreuse avec un parcours biscornu, comme elle le précise, et qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui en n'ayant jamais perdu de vue ses rêves d'enfant. Persévérance, courage, discipline, travail, résilience, mais aussi transmission et partage sont quelques mots qui la caractérisent et qui lui vont bien. Asma, aujourd'hui, nous ouvre les chemins des possibles et nous fait comprendre qu'il faut aller au-delà de nos barrières limitantes, ces croyances qui nous empêchent d'agir et d'être libres finalement intérieurement. Alors, place à Asma dans ce podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans Ouvrons la fenêtre. Bonjour Asma. Bonjour Sophie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Plaisir partagé, je suis heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. C'est la première fois que j'accueille une sportive, une athlète. C'est génial. Voilà, première, je suis heureuse d'être la première dans cette chronique. Asma, on s'est découvert via une autre amie commune et je me suis dit que ton parcours était quand même extraordinaire. Et puis, j'avais envie de te donner la parole à ce niveau-là, parce que on va pas simplement parler de la sportive, de l'athlète, mais tout ce qui va autour, tout ce qui fait de ta personnalité, en fait. D'où tu viens? Alors, d'où je viens? Alors, je viens du continent africain. Je suis née à Mohamedia, une toute petite ville à côté de Casablanca. Donc, je suis née là. Alors, ma maman marocaine, mon papa est sénégalais. Donc, voilà. Mon père est Peul, donc je suis Peul, pour préciser un peu plus. Et voilà. Et ma mère est originaire de Oujda, de base. Et puis, je dis toujours papa sénégalais, ma maman marocaine. Mais il y a une tante qui a bien pris soin de moi, c'est la France. Et installée en France. Installée en France, voilà. Donc, j'ai plusieurs cultures en moi. C'est la richesse aussi qui fait que ça t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui? Oui, bien sûr. C'est une richesse. Et puis, tout simplement, de se sentir un peu... On se sent partout... Lorsqu'on est métisse, on se sent partout accueilli, en fait. Alors, tu as fait les Jeux Olympiques, pour ceux qui te connaissent déjà et qui t'ont vu à Rio, qui t'ont vu à Tokyo, etc. C'était un rêve, étant petite, de participer aux Olympiades, de faire les Jeux Olympiques? Ah oui, ça c'est une certitude. Moi, lorsque j'étais petite, déjà à l'âge de 5 ans, je dessinais des anneaux olympiques. Et je pensais vraiment que c'était un métier. Alors, qu'est-ce que tu veux être grande? Je veux être aux Jeux Olympiques. Donc voilà, c'était le rêve de petite fille qui n'a jamais disparu, quoi. Donc vraiment, les Jeux, c'était toute ma vie. C'était quoi, la performance, la compétition, l'internationalité? Alors moi, je pense que déjà, mis à part de vouloir être aux Jeux Olympiques, j'ai toujours voulu être un super-héros. Donc j'aimais bien les dessins animés où il y avait des super-héros. Donc tout le temps, je me déguisais. Donc j'étais un peu, j'avais un abonnement à l'hôpital parce que je pensais que je volais, que je pouvais voler. Un peu casse-cou. Voilà, je me brûlais tout le temps. Enfin, je faisais très casse-cou. Et donc je voulais être une super-héros. Et puis à chaque fois que les jeux passaient, les gens les regardaient comme si c'était des super-héros. Alors je me suis dit, voilà, c'est ça les super-héros, donc je vais être une athlète olympique. C'est un moment, on a l'impression, où le temps s'arrête. On parle même de la trêve, de la paix, pour la paix, à ce moment-là. C'est un moment particulier, ces Jeux Olympiques. Oui, et puis de toute façon, les Jeux Olympiques, malgré, si on voit historiquement, sur le plan factuel, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des choses terribles aux Jeux. Mais les Jeux, c'était la trêve des Jeux, en fait. Les Jeux, c'est le monde entier. On va dire, on fait une pause un peu
En humanité pour dire que voilà, on est tous égaux, en équité, même dans des moments terribles. L'égalité, c'est important pour toi? Oui, bien sûr, bien sûr. Équité surtout, bien sûr. Équité. Bien sûr, c'est un mot qui me parle le plus. Qu'est-ce qu'il y aurait comme nuance entre équité et égalité? Moi, je dirais dans l'équité, je vois quelque chose qui, on va dire, qui est dans l'ordre du logique en fait. Je ne sais pas comment exprimer ça. Plutôt que dans l'égalité, quelque chose qui est plutôt imposé, je ne sais pas, mais dans l'équité, c'est ce qui est notre origine en fait de l'humanité. Il y a quelque chose de très humain dans l'équité pour moi. Qui fait partie de nous, qui est intrinsèque. Exact. Alors sportive depuis toujours, mais pas tout de suite judoka. Si j'ai bien vu un peu ton parcours, tu as commencé par le handball, c'est ça? Alors moi, je dis toujours que j'ai un parcours très biscornu. Voilà, j'aime bien ce mot biscornu parce que des fois on dit biscornu, atypique, qui fait un petit peu peut-être des fois peur, mais moi je trouve que je fais aujourd'hui des choses, même là je suis avec toi aujourd'hui, et c'est grâce à mon parcours biscornu que je fais des choses extraordinaires aujourd'hui. Donc, lorsque je suis arrivée en France, donc je parlais pas du tout la langue de Molière, je parlais pas du tout français, parce que mon père nous avait mis dans un système anglophone et arabophone, donc je parlais pas du tout français. Donc, il fallait que je m'adapte d'abord à la langue. Et en France, c'était un peu dur, on ne sait pas trop apprendre la langue. En anglais, on parle pas très bien, donc j'étais dans une école francophone. Et après, je me suis retrouvée dans un circuit normal, on va dire. Et que c'était très, très difficile pour moi. Et donc, forcément, cette notion qu'on nous donne qu'on est en échec scolaire, en fait, elle n'est pas très justifiée. Donc, j'ai entendu très vite que j'étais en échec scolaire, alors que je sentais que j'étais une enfant brillante. Et j'avais un savoir-faire aussi, l'expression du corps. Je savais comprendre vite. Le sport, on le met dans une case qui est pas terrible en France, contrairement aux pays anglophones. Ouais. Les Anglais, pour eux, des étudiants qui partent en médecine ou en sport, c'est quelque chose qui est équivalent, en fait. L'expression du corps, et donc tout ce qui est côté artistique. Et donc, du coup, tout de suite, j'ai pas eu la note qu'il fallait pour pouvoir partir en sport-études. Donc, on m'avait dit, un peu échec scolaire, toi, tu partiras en professionnel. Donc, pour moi, professionnel et échec scolaire, c'était quelque chose de similaire. En France, c'est ça. C'est un peu le système où on nous met dans des cases. Oui. Si on rentre pas dans le cadre, si on n'a pas la capacité, entre guillemets, enfin, si on ne nous désigne pas capable de rentrer dans ce cadre-là... C'est la voie un peu de garage, quoi. Voilà, alors que cette voie de garage, elle peut être exceptionnelle et qu'il y a des gens vraiment qui prennent le choix de faire du professionnel. Donc en fait, ma mère, je me rappelle à l'époque, elle m'a dit, bon écoute, les Français, ils savent bien manger et ils aiment bien manger. Franchement, tu feras un diplôme en cuisine, ça va t'aller, quoi. Donc j'ai fait un CAP BEP bac pro cuisine. Donc j'étais chez Potel et Chabot. J'étais dans les fourneaux. Entre autres choses. Ouais. Et puis après, il fallait que je cherche l'excellence parce qu'il fallait que je m'adapte. Donc j'ai beaucoup pleuré parce que je suis pas partie en sport-études. Et donc du coup, je me suis retrouvée dans une voie de garage professionnel en cuisine. Mais il fallait pas que je choisisse n'importe quoi. Il fallait que j'aille dans l'excellence. Donc je suis partie faire mon contrat de qualif chez Potel et Chabot. C'est un des meilleurs traiteurs. Il y en a un peu partout dans le monde, et donc sur Paris. Et donc, j'ai obtenu mon diplôme. Et puis, forcément, pendant que je coupais des oignons, je rêvais d'anneaux olympiques. Toujours, mon rêve m'habitait. Et c'est là où je pense que j'étais assez intelligente parce que j'avais accepté de faire une tâche qui ne me plaisait pas et me dire ça va venir par la suite. Donc, j'ai réussi à m'adapter 4 ans. À me dire, ça te plaît pas tout de suite, et d'être capable de faire quelque chose éloigné de notre rêve. Ça, c'est important pour toi, l'effort, la persévérance? Oui, bien sûr. De toute façon, ça fait partie de tout ça. Donc, je me suis adaptée ces 4 ans comme je pouvais. Et puis, voilà, fraîchement 20 ans, et je vois que je me suis séparée de ma blouse de cuisine, due à une brûlure. Peut-être que je l'ai somatisée, je ne sais pas. Je me suis fait une grosse brûlure à l'avant-bras qui m'a fait un arrêt de pratiquement 1 an. Parce que c'était assez conséquent, sur mon avant-bras, 3e degré. Et puis, c'est à ce moment-là où je me suis dit, non, je ne vais plus remettre la blouse de cuisine. J'ai envie de faire autre chose. Et le destin m'a amené à croiser un major quand je faisais un footing un jour, qui m'a dit, on ouvre aux femmes maintenant. Et je lui dis, on ouvre quoi? Il me fait, chez nous, les pompiers. Et je dis, ouais, le métier consiste vraiment à quoi? Il me dit, on sauve des vies. Alors moi, sauver des vies, c'est mon rêve de petite fille, d'être une super-héros. Toujours la super-héros. Et puis, on fait du sport. Donc là, c'était deux choses clés pour moi. Donc je me suis dit, allez, c'est le métier qu'il me faut en fait. Et puis j'ai découvert le judo à l'âge de 20 ans, qui est très très tard. Je suis rentrée dans un dojo à l'âge de 20 ans. C'est incroyable parce qu'on voit les petits enfants qui vont à 5-6 ans faire
Les athlètes, c'est ça, en fait. On se dit, mais ils ont commencé très tôt. Toi, tu as commencé à 20 ans. Voilà, 20 ans, je me rappelle, je suis partie juste chercher le petit frère d'un ami et puis je suis rentrée dans le dojo. Au début, je vous cache pas, quand je suis rentrée dans le dojo, je sentais que ça sentait fort les pieds. Je me suis dit, je veux pas faire ce sport. Non, 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 c'est quoi ce sport? Parce que j'avais fait un peu d'athlé, de hand, mais c'est pas pour moi. Et puis, il y a un entraîneur ce jour-là, il me fait essayer. Puis il a vu comment je bougeais et puis il m'a juste lancé comme ça. Il m'a dit, mais si tu continues, toi, tu peux aller loin dans ce sport. Et moi, franchement, je l'ai vu en anneau olympique, ce monsieur. Donc, qui est devenu un très bon ami. C'était la parole révélatrice. Voilà, c'est une que je n'ai jamais oubliée. En fait, pour moi, je le voyais vraiment en anneau. Et du coup, je me suis dit, comment je vais accéder à tout ça, quoi. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Faut rentrer en structure, j'ai jamais été cadette ni junior, en équipe de France ça va être compliqué, comment je vais faire? Et à cette période, il y a eu les pompiers, donc je me suis dit je vais faire ce métier et je vais voir l'affaire des Jeux plus tard. Tu te laisses porter comme ça, enfin, en même temps de diriger ta vie, mais tu te laisses porter par des événements qui interviennent au fur et à mesure. Exactement. Des signes peut-être. Exactement, je pense que le lâcher prise il est important. Ouais. Et surtout qu'en fait j'ai gardé, parce que comme tout le monde me disait que c'était impossible, j'ai arrêté d'en parler. J'ai arrêté de parler des Jeux. J'ai arrêté de parler, mais pour pas qu'en fait, on élimine tout espoir de ce rêve. Donc je le gardais que pour moi, ce secret, que j'en parlais pas. Parce qu'on me dit non, mais attends, Asma, c'est bon, t'as un métier là, c'est pas possible, 20 ans, tu peux pas aller aux Jeux. Donc j'ai arrêté d'en parler. J'en parlais à personne. Je le gardais pour moi et j'avançais. Donc on va dire, les pompiers, c'était une belle expérience humaine parce que je suis rentrée en jeune fille, je suis en sortie en femme. Donc 10 ans, on voit des choses, beaucoup de choses. On change. On change parce que c'est un métier qui regroupe plein de valeurs en fait, humaines. Et surtout que j'étais la seule femme, donc j'étais dans un milieu très très masculin. Il fallait que je donne 2 fois plus ou 3 fois plus pour être intégrée. Encore l'équité qui revient aussi à ce niveau-là. Oui. Ouais. Mais j'ai réussi à m'imposer. Ah ben voilà. Et tu continues. Oui, voilà. Mais cette notion de sport, justement, c'est important. On l'a vu dans toutes ces discussions ces derniers temps. Et puis là, je voyais dans un article, ça y est, on reconnaît les violences dans le sport. Maintenant, on en parle. Cette condition de la femme dans le sport, toi, c'est un de tes chevaux de bataille aussi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre donc, sur la santé mentale des athlètes au niveau. Donc, je suis heureuse parce que moi, j'ai toujours été, on va dire, mon père spirituel par distance. Et j'ai réussi, le destin a fait que je l'ai rencontré, il a accepté mon projet. C'est Boris Cyrulnik, forcément, moi, le roi de la résilience. Résilience. Ouais. Voilà, et il m'a aidé à me construire, vraiment, parce que sur beaucoup de choses dues au passé. Et ce mot-là, résilience, j'ai dû le découvrir à l'âge de 16-17 ans. Et j'ai commencé à lire ses livres, en fait. Et puis, pour qu'un jour, finalement, il contribue à mon livre. Donc, c'est une très, très grande fierté pour moi aujourd'hui. On a hâte de le lire, en tout cas, ce livre, quand il va sortir. Cette résilience, ce parcours, Asma, c'est aussi vaincre toutes ces barrières que les autres... Alors, nous, on se met des barrières aussi, parfois, mais en t'écoutant, on a l'impression que c'est vrai qu'on est dans un monde où on met des barrières aux autres, en fait. Et si on n'a pas cette capacité de lâcher prise, si on n'a pas cette capacité de se dire, bon, allez, ils pensent ça, ils me disent ça, mais moi, je fonce, j'avance. Oui, bien sûr. Et puis aussi, parce que j'ai l'impression que tout se passe à l'intérieur, finalement. Et des croyances limitantes, ouais. C'est ces croyances fortes, limitantes. Et puis, je pense, j'ai l'impression que, avec du recul, j'essaie de comprendre, en fait, mon cheminement. Parce qu'aujourd'hui, j'accompagne à mon tour. Et j'essaie de comprendre mon cheminement qui a fait que pour pouvoir accompagner au mieux. Et j'ai l'impression que c'est une notion toujours qui vient souvent, c'est la peur. Et en fait, c'est notre ennemi numéro 1, parce que tout vient de là, quoi. Les peurs, en fait. On a peur de quoi? On a peur de changer, prendre un risque, tout simplement. La grande peur avec un grand P, quoi. Il y a de tout. La peur, tout, on va dire, qui nous empêche d'exceller, de nous concrétiser, de nous libérer de beaucoup de choses, ça vient toujours à la même chose, nos peurs. Peur de tout. Alors, toi, quand tu t'es retrouvée dans ce milieu du judo, devenir judoka, devenir une athlète, une sportive à part entière dans les championnats, parce que tu as concouru, combien de championnats maintenant? Ah wow, il y en a eu beaucoup, donc j'ai fait déjà prestigieux, j'ai fait les Jeux olympiques de Rio,
Waouh, c'était quelque chose de magique de me retrouver là. Parce que c'est le rêve de la petite fille qui est en moi et que j'ai réussi. Donc là, il y a eu beaucoup de fierté et beaucoup de confiance en moi pour me dire je me suis challengée et j'ai réussi. J'ai réussi. Ouais, j'ai réussi. Et c'est quelque chose de très, très important. Le fait d'avoir participé à ces Jeux. Puis j'ai fait Tokyo aussi. Et puis bon, voilà, je suis arrivée avec un palmarès assez honorable pour moi. Déjà, j'ai gagné plusieurs grands prix, Grand Chelem, et puis 5 fois championne d'Afrique. Et voilà. Et puis tout ça, je pense, ça vient de ma décision exceptionnelle. Parce qu'à l'âge de 29 ans, j'ai décidé de quitter les pompiers de Paris. Et je pense que lorsqu'on veut une décision, enfin, un résultat exceptionnel, il peut pas être... on peut pas l'obtenir sans décision exceptionnelle. Et donc, du coup, j'ai mis la barre haute. Je me suis dit, j'arrête ce métier. En fait, il faut arrêter, il faut lâcher quelque chose pour obtenir autre chose, je pense. Donc, j'ai quitté ce métier. Donc, tout autour de moi, tout le monde était fou. J'ai un métier, t'as 29 ans, tu vas pas aller au jeu, quoi. Il faut être dans le top 14. C'est prendre le risque de dire, bon, je lâche quelque chose où, finalement, c'est presque confortable. Voilà, j'ai une place assurée. J'ai pas de soucis pour mon avenir. Et là, à un moment donné, tu prends cette décision. Voilà, un peu un saut dans le vide, en fait. Voilà, exactement. Voilà, sans salaire, sans rien, et puis découvrir, donc voilà, comme ma maman est marocaine, donc comme on fermait la porte en France, ce qui est normal, et je peux les comprendre, parce que mon parcours était tellement, on peut pas prendre de risques. Pourquoi on te fermait la porte en France ? Après, je peux le comprendre, en fait. Aujourd'hui, si j'étais sélectionneur, mon profil était tellement biscornu et atypique qu'ils n'avaient pas confiance. Donc, à 29 ans, alors qu'ils avaient des jeunes, des gens qui étaient là déjà dans le circuit, tout ça, moi j'arrive comme ça, on va dire autodidacte, on va pas me dire non, on va pas m'ouvrir la porte facilement. Donc, si eux me l'ont pas ouvert, le destin l'a fait, quoi. Donc, je crois en ma bonne étoile et finalement, je concours pour le Maroc et là, une ascension qui est fulgurante, donc j'arrive dans le top 5 mondial. Et dans la meilleure manière, quoi. Donc, j'ai réussi à être dans les gros podiums et incroyable, juste incroyable. Et autour de toi, quelles ont été les réactions ? J'ai eu beaucoup de retours positifs, forcément, même des gens en France. Ils étaient, j'ai donné un message fort, en fait, au-delà que ça soit personnel. Parce que même lorsqu'on est athlète de niveau, on pense que c'est une carrière égocentrée, tout ça, mais en fait, on se rend pas compte à quel point qu'on fait rêver des petites filles ou que ce soit des petits garçons, en fait, que rien n'est impossible, et surtout avec mon parcours. Et c'est ça, ce message aujourd'hui que je retiens, ce partage-là. C'est-à-dire qu'on le fait pas que pour nous. Parce que moi, quand j'étais petite, je regardais déjà les athlètes qui faisaient des choses exceptionnelles et que donc ça me donnait, j'espérais, en fait, et je me projetais à travers eux. Donc je pense que si je dois projeter, une petite fille se projette, je serais fière, en fait. Mais c'est le résultat aussi de ton travail. On disait tout à l'heure de tes efforts, ta persévérance. Tu as persévéré, sachant où tu voulais aller aussi, c'est ça. Voilà, exactement. Alors, je pense que pourquoi l'armée m'a beaucoup aidé pour ça, les pompiers ? J'ai compris plein de messages avec le recul. Pendant que j'étais, c'est vrai que des fois c'était dur de comprendre parce que j'étais jeune, je comprenais pas tout, mais avec du recul maintenant, je reviens en arrière et je me dis c'est à quel point ça m'avait aidé. Faire partie d'un corps aussi. Voilà, d'un corps. Et puis discipline. J'ai appris le petit courage de chaque matin. Ça veut dire que en fait, les pompiers, on vit des choses qui sont très dures au quotidien parce qu'on vient à la détresse, la détresse vitale des gens, humaine, sociale, tout cet univers. Mais malgré tout ça, en fait, il faut avancer quand même. Et c'est le petit courage de chaque matin, en fait. Et même si on n'a pas la motivation, il faut garder la discipline. Et je pense que ce que j'ai pris beaucoup chez les pompiers, c'est cette discipline-là. C'est-à-dire que même si la motivation et que ça va pas, réussir, parce que la définition, pour moi, on a tous une définition différente. Pour moi, la définition de discipline, c'est le petit courage de chaque matin. C'est beau. C'est beau. Parce que c'est vrai qu'on pourrait être découragé, surtout en ce moment, en plus. Là, on a des difficultés de part et d'autre, il y en a qui ont des difficultés. On est dans une espèce d'ambiance quand même anxiogène et anxiété. Et on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait. Donc voilà, c'est le pas à pas, un jour après l'autre, le petit courage de chaque matin. Voilà, c'est le tout petit. Mais pas la peine d'avoir, des fois, on a envie de faire un grand courage. Mais non, c'est juste le tout petit de chaque pas. Le matin, chaque matin, quelque chose de plus. Et puis cet objectif aussi que tu disais, dont tu parlais tout à l'heure, de sauver des vies. Ah oui, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est d'ailleurs le slogan, c'était sauver ou périr. C'est pas rien. Et puis cette notion
Nous, on a une charte qu'il faut connaître par cœur. Je ne veux connaître ni ta philosophie, ni ta religion, ni ta couleur de peau. Si tu m'appelles, j'accours. Donc en fait, il n'y a plus de notion, c'est juste on est là pour les gens parce que c'est des humains. Et toute notion de différence disparaît. Donc j'ai beaucoup appris ça aussi chez les pompiers. Et donc voilà, donc je dis toujours, toujours dans mes posts, tout ça, c'est la caserne, ça représentera toujours quelque chose de très fort dans ma vie. Pour les autres femmes qui te côtoient, des amis ou justement des jeunes filles, des petites filles qui t'ont suivi, c'est important cette exemplarité? Ah oui, pour moi, ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que je dis souvent, maintenant j'accompagne aussi des athlètes de haut niveau, je leur dis qu'en fait on a une responsabilité énorme. Et quand on dit responsabilité, qui veut dire du mot répondre, on doit répondre à quelque chose. Et je dis pas qu'on a quelque chose sur nos épaules et que ça doit être dur, mais on est responsable en fait. On est responsable de cette jeunesse parce que forcément, ils nous voient comme des super-héros. Et souvent, ça, et on a besoin en fait de pas montrer l'exemple tout le temps, mais on doit leur donner le témoin. Et ça, c'est quelque chose de super important. Quand on le voit en athlétisme, quand on donne le témoin, et moi, j'image souvent ça. J'essaie de donner un meilleur témoin. Ça, c'est une mission pour toi aussi? Oui, complètement. Maintenant, la transmission? Complètement. Après, j'ai toujours été comme ça m'a toujours habité. J'ai toujours été dans le double projet. Je n'ai jamais fait que du judo. J'ai toujours fait quelque chose à côté, et toujours dans l'accompagnement, que ça soit physique ou dans le 4e pilier de la performance, le mental. Le mental. Alors ça, c'est important pour toi parce que tu as fondé Mind Over Matter, c'est ça? Oui, alors là, c'était le côté physique. L'esprit domine la matière. Donc voilà, c'était de la préparation physique que je fais à la période de Rio. Donc je coachais beaucoup. Je préparais même des jeunes à rentrer à la caserne. C'était mon créneau. Donc pour qu'ils soient prêts mentalement, physiquement, à être disponible pour ce métier. Donc dès qu'il y avait des jeunes qui voulaient... donc je les mettais un peu en forme de stage pour qu'ils soient prêts pour être dans la vie de caserne. Donc voilà, je les préparais. Donc j'avais fait cette petite boîte que je travaillais même seule. J'avais personne autour de moi au départ. Et puis après, comme je dis toujours, Rio, c'était un rêve d'enfant. Et Tokyo, c'était un rêve de grande. Et donc Tokyo, c'était aussi la maturité. Donc, voilà. Parce qu'à Tokyo, tu as participé aux Jeux et tu avais quel âge tu avais? C'est pas sympa. Pardon. C'est pas sympa. Si, non, mais le côté positif des choses. Il faut savoir qu'à 29 ans, je lâche tout. Donc je pars sur Rio. Donc j'avais 34 ans quand je participe à Rio. Et Tokyo, du coup, j'en avais 38. Je sais justement, parce qu'il y a des barrières. J'étais une des plus anciennes. Justement, en fait, pourquoi les gens, des fois, ils comprennent pas, parce qu'ils connaissent pas des fois mon parcours. Je suis une athlète sur le tard parce que justement, on m'avait privé de ça plus jeune. Donc j'ai dû me construire une carrière un peu à l'envers. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a non limite, en fait, aux croyances, quoi. Tout est possible, tout le monde peut faire ça en réalité. Peut-être que tu as des prédispositions aussi, quand même, non? Après, oui, c'est possible. Moi, j'y crois pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a ça, ok. Mais je pense que tout vient de ce qu'il y a autour, quoi. C'est le mindset, c'est l'hygiène de vie, c'est ce qu'on veut vraiment. En fait, pour moi, mon rêve, il était beaucoup plus important à mes yeux que beaucoup de choses. Donc, du coup, j'étais vraiment... Enfin, mon rêve, il m'habitait. Donc, je pouvais aller que dans cette direction-là. C'était une voie simple pour moi. Donc, je pense que lorsque les gens, peut-être, ils s'égarent, c'est parce que leur rêve, il n'était pas encore aussi assez puissant. Ça veut dire se recentrer, vraiment s'ancrer dans le moteur que l'on a à l'intérieur de soi? Alors moi, j'ai la notion que j'utilise beaucoup. Moi, je dis toujours, le premier projet que j'ai, c'est moi-même. Et en fait, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup, beaucoup, beaucoup en question. Et j'essaie d'être alignée. Quand je dis on me remet en question, je me torture pas, il faut que je sois... C'est pas question psychorigide, tout ça sur les choses. Non, c'est que j'essaie d'être un peu alignée. Et même beaucoup. Et je pense que lorsqu'on est aligné, on va dans la bonne direction. Alors attends, parce que pour ceux qui nous écoutent, être aligné, ça veut dire quoi? Être cohérent avec soi-même? Cohérent avec soi-même, et puis être dans la vérité, en fait. Ouais, c'est et ça. Lorsqu'on on se ment pas à soi, donc on ment pas aux autres, et en fait on voit les choses plus claires, en fait. C'est comme si la route, elle était claire, il n'y a pas trop de nuages. C'est ça, être aligné. Lorsque des fois il y a des mensonges, du coup la route on la voit pas et on s'égare. Donc du coup, moi, peut-être que je me suis, on va dire, le seul combat que j'ai eu, c'était contre moi-même.
Et c'est toujours le même, hein, de toute façon, pour tout le monde. Mais j'ai réussi à être alignée avec moi-même. Ce qui n'est pas évident. C'est pas évident. Parce qu'on peut rentrer dans le consensus, le compromis. Voilà, exactement. Après, moi, j'ai essayé de le faire un peu avec amour, on va dire. Ouais. Voilà, de s'envoyer beaucoup d'amour. Ça change tout. Oui. Alors moi, c'est une notion qui est très importante. Hein. Comme vous savez, hein, le contraire de la peur, c'est pas le courage, c'est l'amour. Et donc, du coup, je m'envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Et là, forcément, on est aligné quand on s'envoie de l'amour. Tout est une question d'amour avec un grand A. Tout vient de la même chose. Ouais. Faut qu'on y repense en ce moment. Ouais, surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Un autre mot, Asma, le kintsugi. Alors, encore peut-être, il faudra donner une définition pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément cette alors, il faut savoir que notion. Alors, le judo vient du Japon. Ouais. Donc voilà, judo qui veut dire voie de la souplesse. Et bon, c'est un pays que j'affectionne énormément, qui a beaucoup, beaucoup de sagesse et de philosophie, hein, l'ancien Japon. Et un jour, en fait, je visitais, lorsque j'étais en stage là-bas, j'avais visité un petit artiste qui faisait des choses avec des objets. Et c'est la première fois que j'avais vu un kintsugi. Et en fait, c'est devenu une philosophie japonaise. En fait, c'est lorsqu'un bol se casse, il ne le jette pas, il le répare avec ce poudre d'or. Donc, il le recolle. Et j'ai trouvé ça tellement puissant, ça m'avait tellement parlé à ce moment-là. C'est comme si que je voyais toute ma vie dans ce bol, que ce monsieur était en train de faire ça. Ça veut dire, en résumé, de façon presque simpliste, ça veut dire qu'on fait avec nos blessures, avec nos failles. Voilà, exactement. C'est toutes ces fissures-là, on les saupoudre d'or. Et c'est pas rien, c'est très puissant. On les valorise. On les valorise. Et puis, on accepte notre vulnérabilité. Parce qu'on montre au monde qu'on a ces fissures-là. Donc, on est vulnérable, on n'a pas peur de montrer ça. Je trouvais ça tellement puissant. Est-ce qu'une athlète, Asma, peut dire je suis fragile, je suis vulnérable ? Ah, mais justement, je pousse beaucoup les athlètes à pouvoir l'exprimer. Et que c'est super important parce que finalement, il ne faut pas avoir peur de ça, en fait. De montrer ses blessures et les accepter surtout. C'est surtout ça, les accepter. C'est déjà un pas. Et donc, du coup, c'est m'est venu comme ça, Kintsugi People. Donc, voilà, j'ai dit, je vais monter une structure pour accompagner. Voilà. Donc, j'ai repris aussi des études durant le Covid, dans 2 ans, pour être psychopraticienne. Donc, une super école. Donc, j'ai fait 2 ans de psycho où j'ai adoré. Ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et puis, de mon expérience, forcément. Avant ça, j'avais fait aussi quand même un DU en prépa mentale. Sur 1 an, parce que j'avais aussi, dans la psychologie du sport, j'avais besoin aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un athlète. Donc j'en suis une. Donc, c'est nouveau ça pour les sportifs, les athlètes ? Ah, complètement. Ce travail du mental. En fait, je pense que c'est culturel. Pourquoi ? Parce que en France, donc tous les pays latins, c'est un petit peu similaire. Je compare toujours un peu aux anglophones, parce que c'est un peu différent. Là-bas, c'est arrivé il y a très très longtemps. On est beaucoup sur la pudeur. En France, on est un pays encore où on dit on va voir quelqu'un. Et tant qu'on dit qu'on va voir quelqu'un, on va voir quelqu'un qui. Donc j'ai toujours ce mot, on va voir quelqu'un, oui, quelqu'un. Et les pays anglophones, ils n'ont pas de problème avec ça. Et puis je vois les autres athlètes, à une époque, ils disaient ouais, ils ont un psychologue de sport. Et le français, ils le cachaient. C'est quelque chose entre nous. Parce que là, justement, c'est avouer sa vulnérabilité. Voilà, exactement. Et puis cette pudeur aussi. Et ça, je l'ai remarqué dans les conférences, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de conférenciers finalement en France, et on est beaucoup des très très bons formateurs. Et c'est différent. On confond formateur et conférencier. En fait, formateur, il ne parle pas trop de soi. Donc on est très bon en France pour ça. Mais conférencier, c'est une storytelling. C'est pouvoir raconter une histoire. Tu parles de ton expérience. Voilà, parce que c'est vrai, des fois les anglophones, parce que c'est arrivé de là-bas, où ils sont capables de parler de chimie et du cancer de sa grand-mère. Enfin, il est capable de raconter son vécu, pourquoi il en est venu là. Et souvent que nous, on parle des autres, on va parler de Steve Jobs, on va parler de Einstein, mais on n'est pas capable de raconter notre propre histoire. Et je pense qu'elle est unique. Les gens, ils ont besoin de connaître une histoire. C'est s'exposer aussi. C'est s'exposer, mais c'est aussi une preuve de générosité, en fait. Que voilà, il y a une réussite, mais il s'est passé quoi pour cette réussite, pour que moi aussi je réussisse. Donc moi, c'est quelque chose que je me sens à l'aise de le faire. Plus ça va, plus j'arrive à transmettre quelque chose par un storytelling. Et souvent, l'être humain n'apprend que par l'émotion, je pense. Mouvoir pour s'émouvoir. Et j'ai l'impression, quand il y a une émotion, peut-être qu'ils ne vont pas se souvenir forcément de moi, mais vont mettre une émotion à un passage de ma vie et où il y a un message puissant
pour eux. Donc peut-être que le message il sera un peu plus puissant. Alors, un message puissant pour un sportif, ça serait quoi? Pour un athlète? Je dis souvent, aux athlètes, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris. J'ai pris la plus belle leçon de ma vie à Rio, je crois. Parce que lorsque je suis arrivée à Rio, après Rio, je fais une dépression. Parce qu'en fait, en réalité, c'était le rêve de petite fille. Et en fait, j'ai rien trouvé de spécial là-bas. C'était une compète comme toutes les autres. Et quand je suis arrivée là-bas... C'était le cheminement vers le... Et c'est là où j'ai compris le livre de Coelho. Je me souviens, je l'avais vu à 20 ans. C'était l'alchimiste. Et voilà, quand il allait chercher aux pyramides. Et le chemin, il a été tellement extraordinaire. Je suis à 75 pays aujourd'hui. Dans tous les continents, j'ai rencontré toutes les cultures, toutes les religions. Enfin, une richesse. Et je pense que même ça vaut plus qu'une médaille d'or. Si on devait m'enlever toutes mes rencontres avec une médaille d'or, je ne suis pas sûre d'accepter. Et finalement, en arrivant là, et en fait, je pensais trouver un truc extraordinaire, mais en fait, c'était une compète comme toutes les autres. Et le chemin, donc je dis toujours aux athlètes, le chemin, prenez plaisir et soyez ici, maintenant, ce moment sur le chemin, en fait. Mais la finalité, c'est pas forcément la médaille sur le podium. Non, c'est le chemin, on apprend tellement de choses. Aujourd'hui, justement, ça, c'est une grande révolution, quand même. C'est énorme, énorme. Je suis pas sûre que tous les compétiteurs, tous les athlètes acceptent ce genre de discours. Je pense que sur le tard, ils le comprennent. En fait, ils le comprennent. Alors, c'est pour ça que lorsque j'accompagne des athlètes, j'espère de leur transmettre ça. J'accompagne, je leur dis pas, je les coache pas là-dessus. C'est juste, je les accompagne, j'essaie de leur donner ce message pour qu'ils le comprennent assez. Enfin, pour pas qu'il y ait de souffrance, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui souffrent de pas avoir, j'appelle ça le précieux, vous savez, un peu comme le Graal, les Seigneurs des Anneaux, vous savez, quand il est là, le précieux, et donc on pense à notre précieux, notre médaille, et c'est là où c'est puissant, parce que je me suis rendu compte qu'à l'époque, quand j'étais en grande souffrance, en fait, je pensais que ma médaille, ma valeur et ma médaille, c'était la même chose, c'est-à-dire avoir, être. Donc c'est très très bizarre. Et si j'avais pas médaille et j'étais pas sur le podium, je fais 2 années de suite pied du podium. Et je pensais si j'étais pas sur le podium, j'avais pas mes médailles, c'était moi. Enfin, tout mon être était perdu. Et tous les athlètes, ils ont cette sensation-là. Alors que ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont, c'est 2 choses complètement différentes. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup beaucoup de dépression chez les athlètes pour ça. La santé mentale des athlètes, elle est... Déjà, moi, je pense qu'il y a un petit côté où ils essayent de faire leur résilience dans le sport. Et s'ils ne trouvent pas ça, bah, c'est très difficile après. Parce qu'il y a aussi cet aspect performance. Et puis il y a l'aspect aussi économique derrière. Exact. Les sponsors. Enfin, je ne vais pas te parler de ce que tu connais, mais ils sont poussés. Exact. Il y a aussi c'est pour ça que je dis souvent l'entourage, l'accompagnement, enfin que ça soit dans tout le staff, que ça soit même sponsoring, tout ça, il faut qu'il soit quand même bienveillant. Parce que là, j'ai entendu il y a pas longtemps, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, si on doit en casser 100 pour 2024, on pourra en sortir un, on en cassera 100. Et ça, c'est des discours. Terrible. Ça, c'est des discours que j'entends encore, et ça, c'est terrible. Oui. 2024, justement. Les Jeux Olympiques de Paris. Tout le monde me dit t'es en forme, voilà Asma, pourquoi tu finirais pas sur Paris. Alors aujourd'hui vraiment je suis très très focus sur aussi mon accompagnement, pour faire l'accompagnement, faire bien les choses. Je fais aussi des conférences et je m'éclate et je continue à m'entraîner. Et là en fait je mets pas de, on va dire le jour, là je pars sur les championnats du monde, certes, cette année, et puis voilà, en fait, sans me poser de questions, je laisse la vie me mener. Pas d'enjeu particulier. Voilà, je suis focus en priorité sur mon travail, après que je dis toujours, un guerrier n'abandonne jamais quelque chose qu'il aime, donc moi j'aime être sur le tapis de judo. Parce qu'on te connaît aussi comme combattante. Oui, donc j'aime ça. Donc voilà, j'abandonne pas ce que j'aime. Peut-être qu'un jour, il y aura une petite voix qui me dit « Bon, c'est bon, Asma, arrange ton kimono. » Aujourd'hui, la petite voix ne me le dit pas. Et pourquoi pas, je continue. Cette petite voix, il faut lui faire confiance. Complètement. Vraiment, en tout cas, elle m'a guidée jusqu'à aujourd'hui. Il faut souvent l'écouter. On a peur aussi de l'écouter ? Toujours, ouais. Toujours, ouais. On a peur, ouais, bien sûr, forcément. Donc c'est pour ça que des fois, quand on travaille sur la peur, on l'entend mieux. À t'entendre, Asma, on a l'impression que, et ça c'est un peu de ton leitmotiv, que tout est possible.
Ah, j'en suis pour persuadée. chacun? Ouais, j'en suis persuadée. Vraiment. Aujourd'hui, plus que jamais. C'est le conseil que tu donnerais à tous ces jeunes qui se disent, bon, ben voilà, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'horizon, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on va devenir? Ouais, je leur dirais que tout est possible, c'est une certitude. J'aime bien le non-limite, en fait. Et que je dis souvent... Mais le no limite dans un certain sens. Oui, mais c'est bon, je parle de non-limite dans un côté un peu plus, on va dire, spirituel et philosophique de la chose. C'est-à-dire que dans le sens où rien n'est à l'extérieur, tout est à l'intérieur. Jamais, rien n'est à l'extérieur. À l'intérieur, oui, il faut accepter de s'y plonger aussi. Voilà, exactement. Et pas de s'étourdir dans le divertissement. Voilà. Après, bon, c'est pas le divertissement, c'est une chose, mais voilà, c'est vraiment ce... Bon, après, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire, même avec une enfance très difficile. J'ai réussi à me recentrer. Et puis, justement, c'est ce qui m'a aidé à me concrétiser. En fait, sublimer ces mots, tout simplement, à UX. Le kintsugi. Le kintsugi. C'est ça. Voilà. Et cette notion de résilience qui est un peu galvaudée, hein, si parfois, ce vrai terme de résilience, on a cette capacité en nous de tenir debout, de se mettre debout. Moi, je pense vraiment que c'est l'origine de l'homme de base. Il est capable de faire ça. Alors, Jeux Olympiques 2024. Oui. On te verra. En fait, juste parce qu'on m'a dit une chose, on m'a dit, vous savez que tous les athlètes, ils vont défiler sur la scène. Sur la scène. J'ai fait quoi? Je veux défiler sur la scène, les amis. Comment ça se passe pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas? Comment ça se passe au niveau, juste la parenthèse sportive, au niveau des sélections? Ça se passe comment en quelques mots? Alors, il faut dire, la sélection elle est très très difficile au judo, parce qu'il y a beaucoup de combattants et le niveau est très élevé, et que ce soit chez les garçons, du coup il y a une équité dans le judo qu'on ne trouve pas dans les autres sports, et c'est au même titre un peu comme le tennis, il faut être bon sur 2 années. Ça veut dire qu'il faut être dans le top 14, avant c'était top 14 à Rio, maintenant c'est top 18, et ça veut dire que pour y aller c'est pas une invitation, hein. Il faut faire partie des meilleurs mondiaux, donc c'est un gros challenge, et j'aurai 41 ans. 41 ans. Je serai une des plus vieilles. Et tu fais partie de ce top? On espère. Je faisais partie de top à Rio et à Tokyo. Je dis pourquoi pas. Jamais 203, donc pourquoi pas. Voilà. C'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Et là, pour finir là-dessus, je dis toujours Rio, rêve d'enfant, Tokyo, rêve de grande, et là je dis Paris, rêve, je dis toujours mon étoile filante. Voilà, parce qu'en ce moment c'est ces trucs-là qui me stimulent. Je dis que je suis une étoile filante, il faut y aller, donc voilà, je dis que c'est mon rêve d'étoile filante. C'est beau. C'est un beau message. En tout cas, ça nous fait du bien. L'étoile filante de la femme aussi, et parce que je vois, j'ai vu sur les réseaux aussi que tu aides beaucoup, tu participes à pas mal de mouvements de femmes entreprenantes aussi, entrepreneuses. C'est important aussi. Ah, complètement. Surtout que moi, je représente en France quelque chose, mais surtout en Afrique. Ça me tient à cœur. Femme africaine, marocaine, sénégalaise. Donc voilà, j'essaie quand même de donner ce message, et puis aussi engager, beaucoup engagé comment dirais-je, vous savez, lorsque je dis souvent, quand j'étais à la caserne dans un milieu très misogyne, je vais vous faire rire, hein, et messieurs, hein, je vous aime, mais je vais dire quelque chose qui ne va pas vous plaire. Je disais toujours, et je ne sais pas pourquoi j'avais toujours ça en tête, je voyais beaucoup de collègues femmes, hein, le peu, qu'ils essayaient d'être l'égal de l'homme à la caserne. Et moi, je leur disais toujours à l'époque, j'avais entendu ça et j'arrêtais pas de le répéter. Je disais à mes collègues femmes, je dis, mesdames, si vous voulez être égales aux collègues l'homme, vous manquez beaucoup d'ambition. Et je leur disais ça assez souvent, et je sais pas, j'avais toujours ça en tête, et du coup, je sais qu'une femme, lorsqu'elle décide, c'est quelque chose d'exceptionnel, ce qu'elle fait de sa vie. Et l'ambition n'est pas négative. Non. Et puis, alors je dis pas, mais je sais qu'au fond de nous, on est très résiliente. Une femme est très, 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 très résiliente. Vous savez, je le vois à quoi? Vous savez, j'ai un rituel tous les 1er janvier. Je vais monter 365 marches. Enfin, je le fais assez souvent. Et vous savez, je vois que des femmes monter ces marches toujours le 1er. Et ça représente beaucoup, je trouve.
C'est recommencer quelque chose. Ouais. Et je vois 90% des cas, c'est des femmes qui sont là. Et à chaque fois, quand je vois cette image de plein de nains qui essaient de monter derrière moi, et là, je me dis, waouh, voilà. C'est pour ça que le combat, il est là, en fait, aussi. C'est synonyme de courage aussi. De courage, ouais, exact. C'est le synonyme de la femme, le courage? Résilience, courage, c'est synonyme de la moitié de l'humanité. Il faut qu'on prenne soin aussi. C'est synonyme de plein de choses. Alors, je suis pas là à être pour dire je suis féministe et on n'est pas là contre les hommes. On est là avec les hommes et voilà, il faut à un moment donné qu'elle soit entendue, que ça soit dans le monde entier. Hein. Que ce soit en France, il y a des droits, mais il y a aussi des droits dans certains pays où je suis très engagée là-dessus. Mmh. Est-ce que tu vois une différence, je veux dire, dans le combat des femmes en France qui ont acquis beaucoup de droits, qui ont quand même des possibilités que d'autres femmes n'ont pas ailleurs? Je pense, on parle beaucoup, on en parle moins en ce moment à cause de l'actualité, mais quand je pense aux femmes en Afghanistan, par exemple, bien sûr, ou même sur le continent africain, bien sûr. Tu dis quoi à ces femmes françaises par rapport à toutes ces autres femmes dans d'autres pays? En fait, justement, je ne veux pas le discours où, attends, vous êtes bien ici, ça va là. Non, justement, c'est pas ce discours du tout qu'il faut. C'est quelque chose qui est tout à fait normal, c'est tout. Après, de l'autre côté, c'est aussi un autre sujet, culture différente, tout ça. Mais moi, je le vois. Je vois qu'il y a quand même... Enfin, mon statut de sportif, je sais que mon combat, il est beaucoup plus qu'un homme. Je le vois pour la notion de qu'on veut avoir un enfant. Beaucoup de femmes athlètes, on les a complètement laissées tomber. Donc, elles ne peuvent pas se reconstruire derrière ou continuer leur carrière. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des sponsors. Beaucoup. Contrairement, avec mon palmarès, si j'étais un homme, je sais que ce serait plus facile. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a double peine. Mais, malgré tout ça, ce que je dis à mesdames, il faut continuer. Malgré tout ça. Asma, c'est la question rituelle du podcast. La fenêtre ouverte. Alors là, bon, il pleut aujourd'hui à Paris, mais bon, symboliquement, si je te propose d'ouvrir la fenêtre, qu'est-ce que tu souhaites y voir par cette fenêtre? Qu'est-ce que tu souhaites voir par cette fenêtre? Waouh! C'est tellement une question incroyable. Alors, un monde fou, mais vraiment beaucoup de monde. Et tout le monde est en train de se faire des câlins. Voilà, on va dire un festival de câlins de partout. C'est de l'amour avec un grand A partout. Tout le monde se fait des câlins. Voilà. C'est beau. Parce qu'on m'appelle Madame Câlin, donc j'aime bien faire les câlins. On te retrouve où, Asma, si on veut te suivre, entendre parler de toi, tes différentes activités? Alors moi, je suis un peu partout dans tous les réseaux. Instagram, c'est Asma Niang. J'ai une page athlète aussi. Donc je suis quelqu'un qui partage beaucoup sur les réseaux, donc on me trouve facilement. Puis un peu partout, LinkedIn, un peu partout. Twitter. Twitter aussi. Oui. Un prochain livre, donc, voilà, à sortir. Je ne peux pas dire encore le titre, mais bientôt. Bientôt. Et puis, le meilleur pour ces Jeux de 2024. On a vraiment envie, en fait, pour toi. C'est gentil. Et puis, merci infiniment. Merci. Je tenais juste aussi à beaucoup te remercier, Sophie, parce que tu donnes la voix, et la voix à des gens très, très inspirants. Et merci pour ce que tu fais. Merci, Asma. Merci beaucoup à mon invité. C'est toujours un plaisir de tendre le micro à des personnes qui arrivent à se rendre disponibles et qui ont cette générosité pour partager ce qu'elles vivent et puis nous aider aussi à aller plus loin à travers leur expérience et puis leurs propos. Alors si ce podcast vous a plu, eh bien je vous invite à laisser des commentaires et des suggestions. Ouvrons la fenêtre est un podcast indépendant qui a besoin de vous pour poursuivre sa route et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes
plateformes d'écoute et puis vous pouvez également les partager dans votre réseau comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi devenir contributeur de cette émission via la cagnotte Tipeee. Vous avez toutes les informations à chaque fois en dessous des textes qui accompagnent chaque épisode. Et puis je vous donne rendez-vous également sur mon site ouvronslafenêtre.fr pour aller plus loin et retrouver l'ensemble des épisodes et puis parfois des illustrations, des photos qui accompagnent les podcasts. Alors merci infiniment pour votre fidélité et puis pour votre confiance. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec Ouvrons la fenêtre. Abonnez-vous et puis portez-vous bien en attendant.